Bonjour à tous. Alors en fait, on va avoir une intervention avec Odile en alternance. On a prévu de vous présenter finalement plusieurs moments dans ce qu'on a vécu pendant le confinement toutes les deux, et on va alterner entre nous deux pour vous apporter nos deux visions et la façon dont on a accueilli la demande, comment on a pris la décision de faire autrement, et voilà. Évidemment, après, on répondra à vos questions sans aucun souci, et on vous partagera aussi un petit élément de la formation en distanciel. Mohamed, tout à l'heure, disait expérimenter. Alors, on ne va pas vous faire expérimenter de la formation, ce n'est pas le propos, mais on va juste vous faire expérimenter le principe du sondage, qui est un des éléments dans Zoom dont on se sert régulièrement. Donc, voilà. Donc, la première chose qu'on va partager avec vous, c'est qui on était avant le confinement, toutes les deux, et comment on travaillait. Donc, pour ma part, je suis Isabelle Le Gurlier, je suis enseignante depuis 2011. J'ai infusé dans la PNL depuis mes 14 ans, puisque ma maman est maître praticien PNL. Donc, j'ai bien trempé dedans. On ne me l'a pas partagé, on n'a pas essayé de me former, mais bon, voilà, quand j'ai eu 25 ans, j'ai rencontré des soucis dans ma vie, donc je suis allée voir ma maman en disant: ton truc là que tu as fait quand j'étais petite, est-ce que ça pouvait me servir? Ce à quoi elle m'a dit: oui, je pense que ça pourrait te servir. Et donc, je suis rentrée pour 3 jours, je suis restée 3 ans, et donc depuis 2000, je coach des gens avec la PNL, et je te rejoins, Marina, sur l'importance d'avoir une spécificité des coachs PNL, parce que c'est une façon d'accompagner très spécifique. Et aujourd'hui, j'ai mon organisme de formation. Je travaille aussi pour d'autres organismes de formation, par exemple l'Institut Repère, et je développe en intra. Voilà, en ce moment, je suis au conseil départemental de l'Essonne, qui a un très joli partage pour former des managers à la posture de coach. Enfin voilà, je fais plein de choses, principalement en présentiel. Et ça va être notre propos d'après, mais jusqu'à présent, jusqu'au jour du confinement, je n'avais fait que du présentiel, et j'étais strictement opposée à tout distanciel, puisque on le sait, la qualité de la relation est très importante. Voilà pour mon premier propos. Odile, à toi. Bonjour à toutes et tous. Pour ma part, donc, je suis tombée dans la bassine de la PNL alors que j'étais encore en école de commerce. Et ça a été vraiment très important pour moi, ma rencontre avec la PNL, puisque ça m'a permis de me construire, et notamment de me construire une identité professionnelle dans les 10 premières années où j'étais responsable ressources humaines. Et puis ensuite, j'ai concilié ma passion et mon métier, et je suis devenue coach formatrice en 2000, et j'ai enseigné la PNL donc au dojo et aussi à l'Institut Repère. Ces dernières années, ces 2 dernières années principalement, j'enseigne surtout le métier de coach. Je supervise et je fais donc des coachings. Et avant le Covid, je suis totalement contre le distanciel en formation, mais vraiment contre. Et pour la petite histoire, en fait, en coaching, j'ai été obligée d'utiliser le distanciel, et je me suis fait superviser 2 fois parce que j'avais vraiment des difficultés à utiliser le distanciel en coaching. Voilà. Et le Covid arrive. À toi, Isabelle. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous partager le moment de l'annonce, et comment on a vécu le moment de l'intervention de notre président, au moment où il dit c'est terminé, vous ne sortez plus de chez vous, tout le monde est confiné. Et donc, moi, je suis dans mon salon. J'ai mon fils qui fait des bonds de kangourou en me disant: il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'école. Et dans ma tête, c'est un espèce de tsunami. C'est-à-dire que je me dis, en fait, là, je ne sais pas pour combien de temps, mais je n'ai plus le droit de travailler. Je n'ai plus le droit de rencontrer les gens. Je n'ai presque plus le droit de sortir. Alors, j'ai 2 chiens, donc j'avais un prétexte pour sortir de chez moi. Donc, ce n'était pas tant ça le souci. Mais vraiment, ce moment où je prends conscience que tout mon métier qui repose sur la relation et sur la présence des gens est en train de voler en éclats.
Et donc, j'ai vraiment ce moment de sidération, j'ai pas d'autre mot, où je me rends compte que je ne peux plus rien faire professionnellement. Alors, je rejoins les échanges qui ont été faits pendant le petit bout de pause. C'est que oui, intérieurement, je suis libre, je peux sortir de chez moi. J'ai 2 chiens, donc c'est bon, ça, je vais pouvoir aller me balader au parc. Mais je prends conscience à ce moment-là que je vais devoir arrêter de partager ce qui me porte depuis, alors depuis mes 14 ans sans le savoir, mais consciemment depuis une petite vingtaine d'années. Et je suis sidérée de l'annonce et je ne sais pas comment je vais faire, puisque j'ai tout de suite à l'esprit qu'il est impossible de former des gens, de former autrement notre matière, autrement qu'en présence de l'humain. Et donc, d'un seul coup, j'ai un moment de « Ok, eh ben là, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne vais plus pouvoir travailler et je vais devoir rester chez moi et attendre. » Voilà le moment de la sidération, en tous les cas. Odile? Alors, moi, de mon côté, il n'y a pas de sidération. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon mari qui est malade depuis 3 jours. J'ai mon fils de 9 ans qui ne fait pas de bond de kangourou, mais que j'imagine bien se mettre sur la tablette pendant un certain temps. Ma fille qui passe le bac de français en fin d'année. Et donc, je suis vraiment complètement axée sur ma famille. La formation, j'y pense plus. Pour moi, elle n'existe plus. Le coaching, on verra ça plus tard. Et c'est l'armée, quoi. Je mets en œuvre rituels, un cadre extrêmement précis de travail pour la semaine, des espaces de travail pour tout le monde. Le professionnel a totalement disparu à ce moment-là. Vas-y, Isabelle. Donc, du coup, le déclencheur, c'est-à-dire le moment où je me dis « Ok, il faut que ça se fasse autrement », ça fait 3 jours qu'on est en confinement. J'ai donc subi pleinement cet arrêt. Quand je dis subi pleinement, c'est-à-dire subi avec presque une espèce d'acceptation qui finalement me rend le système un peu, enfin la situation un peu pratique. D'un seul coup, je me dis, OK, je vais avoir du temps pour mon fils, mon compagnon est à la maison, ça fait aussi du temps à passer ensemble différemment. Je vais pouvoir m'occuper de ma maison et de tout ça. Donc vraiment, une espèce d'acceptation pleine et entière de la situation. Je commence, alors j'ai pas la même version que Odile, mais je commence à me dire, OK, donc il va falloir quand même organiser le temps de travail du fiston qui est en 6e. Alors, sachant que je ne suis pas instite, de voir à peu près qu'est-ce qu'il a à faire. Et puis, au bout de 3 jours, je me réveille un matin et je me dis, ça ne va pas le faire en fait. Ça ne va pas le faire. Je vais tourner dingue. Et j'ai vraiment cette sensation intérieure de, c'est pas de la panique, c'est juste de me dire, je ne vais pas tenir en fait. Je le sais, il y a une espèce de certitude intérieure, je ne vais pas tenir. Et le seul moyen que j'ai de faire autrement, c'est d'enlever cette croyance qui dit « je ne peux pas faire mon métier autrement qu'en présentiel ». Et donc, j'envoie un mail, c'est ma première action. C'est vraiment le moment où ça bascule. J'envoie un mail à 10 personnes, des gens que je connais. Certaines sont en formation avant le confinement, mais d'autres ne sont plus en formation, mais je les ai formées, je les sais toujours très actives dans les espaces de travail, les révisions entre pairs, tout ça. Et je dis, voilà, si je ne veux pas tourner dingue, j'ai besoin de vous et je vais mettre en place des révisions. Mais en tous les cas, j'ai besoin d'échanges et j'ai besoin de continuer à interagir avec d'anciens stagiaires et des stagiaires présents. Donc ça, c'est ma première action et c'est vraiment la bascule où d'un seul coup, je prends conscience que si je ne veux pas tourner dingue, il faut que j'enlève cette croyance et que je bascule sur j'envoie un premier appel, j'envoie un premier mail où je ne donne aucun contenu, où je ne dis pas je veux faire ça, 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 ça. Il n'y a rien qui est organisé dans ma tête. Je me dis juste, il faut que je sois en lien et que je trouve le moyen d'être en lien différemment.
Alors moi, le déclencheur, il est différent. C'est dès le lundi, un mail de la responsable du diplôme à l'université de Cergy-Pontoise où on devait intervenir avec ma collègue le jeudi. Et donc, ce mail dit jeudi, vous animez en distanciel. Ah, là, c'est dur. La stupeur, elle vient à ce moment-là. Ma première réaction, c'est pas possible. On a un groupe de 22 personnes. C'était que de l'expérimentation. On devait leur faire des exercices avec observateurs, etc. Ce n'est pas possible. On organise une réunion sur Zoom avec donc la responsable pédagogique du diplôme universitaire d'executive coaching et puis ma co-animatrice Valérie Pascal. Et heureusement, Valérie était très, très, très favorable. Donc, le fait que je sois en co-animation a beaucoup aidé. Ensuite, je connaissais l'outil Zoom puisque je coachais déjà sur Zoom de temps en temps. Et ce qui a été majeur pour moi, c'est les autorisations que nous ont données la fac, l'université, par le biais de Florence Domary, qui nous a dit, écoutez, il faut revoir le déroulé, il faut séquencer plus, vous pouvez organiser différemment la pédagogie. Et donc, du coup, allez-y, recréer en 3 jours la journée. Voilà, donc ça a été un véritable challenge. Et à partir du moment où on me donne la permission, et puis que je me dis que finalement, pourquoi pas, c'est possible, et ben voilà, on a lancé l'action. Donc, on va juste vous partager un petit sondage donc, qui fait partie vraiment des éléments phares de Zoom, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà évoqué, mais ça va nous permettre aussi on va vous expliquer chacune ce qu'on a mis en place, comment on l'a fait, et voilà, et donc avec un temps de présentation un tout petit peu plus long que ce qu'on vient de faire avec Odile. Donc, et ça va nous permettre peut-être de répondre déjà en amont, ce petit sondage, à quelques questions. Alors, je crois que c'est Loïc qui peut partager le sondage. Oui, c'est bien ça. Donc, le premier sondage Mm. de retour d'expérience, j'ouvre le vote. Voilà. Donc, en fait, là, l'idée, c'est effectivement qu'on ait un petit peu, alors même si on en a une bonne idée, mais qui on a en face de nous, puisqu'on a partagé cette première intervention sur Internet. Donc, on peut avoir des gens qui ne sont pas forcément organismes de formation. Donc, juste de dire qui est organisme de formation, qui est praticien de l'accompagnement ou de la relation d'aide, qui est plutôt RH, dirigeant, décideur d'une entreprise et intéressé par la PNL, qui est un particulier et un stagiaire, soit potentiel, soit déjà formé. 100% d'organismes de formation. Avez-vous… Ah, d'accord, ça rebouge. Super. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le distanciel en formation, hein, pas la version accompagnement, réunion, coaching, mentorat, non, vraiment en formation? Quelle est votre sensation par rapport à ces outils de distanciel? Plutôt positif, là, on a une vraie expérimentation prouve que… Pensez-vous avoir une croyance limitante sur le sujet du distanciel? C'est assez équilibré. Et avez-vous une connaissance des moyens à disposition dans le distanciel, ce qui va permettre de ne pas s'étaler peut-être sur effectivement ce qui existe? Alors, normalement, 16 personnes sur 32, là, à mon écran, ont répondu. Alors, l'idée n'est pas que tout le monde réponde, mais qu'on ait un maximum de personnes qui puissent répondre. Ouais, 20 personnes sur 32. Merci de votre participation, super. Donc là, vous expérimentez vraiment, normalement, est-ce que, alors, juste, j'ai une question, vous voyez, comme quoi on continue. Est-ce que vous voyez apparaître l'ensemble des réponses au fur et à mesure? Ou est-ce que ce sera… Ouais. Donc, on va vous partager, du coup. Donc là, vous expérimentez ce moment où on a répondu au sondage et où, finalement, on attend que, allez, 80% du groupe ait répondu, qui met de toute façon un temps dans le principe du distanciel. Et par expérience, eh bien, ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de commenter comme un journaliste ce qui se passe, permet de ne pas perdre les gens et de
continuer à garder l'attention. Donc, nous avons 24 personnes sur 32. Je propose, pour ceux qui n'ont pas répondu, ça n'est pas très grave, je vous propose de mettre fin au sondage. Et donc, je peux partager les résultats. Et donc, comme ça permet à chacun, et c'est vraiment un outil super intéressant de pouvoir visualiser. Donc, on a évidemment 46% qui sont organismes de formation, 42% qui sont praticiens en relation d'aide, quelques personnes décideurs et dirigeants et RH, et puis quelques stagiaires, évidemment. Beaucoup, évidemment, ont expérimenté le distanciel en formation, puisque ces 3 mois de confinement nous ont permis d'expérimenter, mais nous avons encore 25% de personnes qui n'ont jamais expérimenté en formation. La sensation pour ceux qui ont expérimenté est plutôt positive, d'après ce qu'on voit, 96% disent plutôt positif. Les croyances limitantes, comme pour moi, ont bien sauté, les verrous ont sauté, mais il y a encore 33% de personnes qui pensent avoir une croyance limitante. Et puis, la connaissance des moyens sur le distanciel, effectivement, notre temps de confinement a permis à plus de gens, 88% des personnes savent à peu près ce qui est à disposition. Donc, j'arrête le partage. Et voilà. Donc, en fait, là, le propos, c'est de vous expliquer comment chacune en a fait. Parce que y a plusieurs façons de faire et qui nous semblaient, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à se dire qu'on allait partager sur notre façon à chacune. Donc, pour ma part, une fois que j'ai eu envoyé ce petit mail à vraiment une dizaine de personnes, où je n'avais mis aucun contenu, donc vraiment la leçon, c'est si vous avez envie de faire du distanciel et peut-être de réagir assez vite après cette université d'été, c'est de pouvoir aussi se dire, je peux le partager à quelques personnes ciblées et de pouvoir être assez flou finalement dans l'objectif de ce que vous voulez former. On est pour beaucoup experts évidemment dans nos métiers, donc on peut aussi partager sur le vif nos formations et quelques contenus. Les réponses que j'ai eues, c'est tout de suite, j'ai eu, 8 personnes sur les 10 qui m'ont dit « super, on n'attendait que ça, on est tout seul dans notre coin ». Donc vraiment, il y a eu un retour des quelques personnes que j'avais sollicitées qui a été ultra positif. Et vraiment, la prise de conscience pour moi, c'est en fait la croyance limitante que je ne peux pas le faire en distanciel. Il n'y a que moi qui l'ai jusque-là. C'est-à-dire que 8 personnes sur 10 m'ont dit oui, on n'attend que ça. Donc, je pense qu'il y a une éducation des stagiaires qui est déjà, alors peut-être parce que je ne m'étais pas formée en distanciel depuis longtemps, mais il y a beaucoup de gens qui se forment en distanciel. Donc, vraiment, ça a été ma première prise de conscience. Et en fait, il y a plein de gens qui sont prêts. Donc, si certains d'entre vous ont une croyance limitante que c'est le problème, c'est le stagiaire qui n'est pas prêt, en fait, il y a 80% des stagiaires qui sont prêts et qui sont vraiment à nous solliciter. Une fois que j'ai eu ces 8 personnes qui m'ont répondu, j'ai commencé à me dire je vais prendre au moins un sujet et je vais faire quelque chose d'assez court. C'est-à-dire que mon premier propos, c'était de leur dire je prends clarification d'objectifs et je fais en 1 heure et je me sers vraiment des difficultés que vous rencontrez dans la clarification d'objectifs. Donc, au début, je n'ai rien préparé. Je pense que nos échanges avec Odile, c'était aussi… notre duo peut vous donner des versions très différentes parce que moi, je suis vraiment partie sans aucune préparation et la première fois que j'ai ouvert la réunion, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer et qu'est-ce que j'allais dire et qu'est-ce que j'allais raconter. Une fois que le sujet a été posé et une fois que j'ai eu les gens, par contre, j'ai donné quelques règles, donc les micros fermés, tout ça, ce qu'on connaît déjà. Et puis, je leur ai complètement avoué mes incompétences et de leur dire, voilà, je débarque peut-être encore plus que vous dans le modèle. J'ai proposé clarification d'objectifs, mais je suis à l'écoute de ce que vous pourriez avoir besoin comme autre sujet.
Et là, il y a un joli moment qui s'est créé parce qu'il y avait clarification d'objectifs, mais en fait, d'un seul coup, tout le monde m'a donné des éléments dont ils avaient besoin. Donc, fort de ce premier échange, j'ai finalisé clarification d'objectifs et on en a partagé. Et j'avais préparé deux, trois idées dans ma tête, mais j'avais aucun support. Donc, vraiment, j'y suis allée un peu comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai eu clôturé cette première session, là, j'ai commencé à préparer des présentations et je suis restée assez synthétique, c'est-à-dire que les PowerPoint que j'ai préparés pour conduire les autres réunions, ça a vraiment été, je mets une phrase et c'est juste presque un guide pour moi de une phrase me permet d'amener le propos que j'aurais pu amener en présentiel. Enfin voilà. J'ai fait assez peu d'exercices, surtout au début. Parce qu'en fait, au début, je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc, j'ai découvert par exemple qu'on pouvait faire des sous-groupes sur Zoom. Moi, en allant me former de mon côté sur un webinaire Zoom. Et d'un seul coup, on m'a dit donc évidemment, vous pouvez faire des sous-groupes. J'ai dit ah bon? Je n'avais même pas vu l'option. Donc, du coup, ensuite seulement, j'ai fait des sous-groupes. Et c'est vrai que très vite, j'ai demandé des feedbacks aux stagiaires à la fin de chaque session en leur disant, voilà, mon feedback était très précis. Ce n'était pas juste est-ce que ça vous convient, tout ça. C'était vraiment quelle est la différence fondamentale entre le présentiel et le distanciel. Puisqu'en fait, j'avais toujours cette croyance limitante que après le confinement, je n'allais pas continuer ce type de formation, de format de formation. Et finalement, j'ai eu des feedbacks de, bah, écoute, pour la formation descendante, c'est assez similaire au présentiel. On prend des notes, on est bien concentré. Alors, le format de 1 heure et demie a été très apprécié, semble-t-il, parce que voilà, même la fatigue des stagiaires était assez moindre. 1 heure et demie d'attention, ça semblait très pratique. Donc, vraiment, au début, ils m'ont dit, mais en fait, il y a peu de différence sur toute la partie descendante. J'ai fait énormément au début de révision de PNL. Donc, j'étais face à un public qui avait déjà une connaissance, qui avait déjà fait de la formation et j'avais toujours en fond de tâche que faire de la formation descendante sur une partie que personne ne connaît, c'était juste, je ne voyais pas trop comment ça pouvait se faire. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis dit, bon, bah, là, sur les 2 premières interventions, j'avais une dizaine de personnes. Et puis, je me suis dit, bon, bah, si ça peut servir à plus de personnes, on verra bien. Il y a peu d'interactions pour l'instant, puisque je suis vraiment sur du descendant et sur de la révision. Donc, j'ai posé sur les comptes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, voilà, ma page perso en tant qu'enseignante, ma page de mon entreprise, tout ça. J'ai posé sur Internet, je vous le donne en mille, à la 3e session, on était 30, à la 4e session, on était 50 et ça n'a pas arrêté jusqu'à la fin du confinement. Alors, je tiens à préciser que j'ai fait pendant le confinement tout gratuit. Pour moi, il était hors de question de gagner de l'argent pendant cette période. De toute façon, voilà. Puis ce n'était pas le propos. J'avais envie juste de partager et moi de ne pas tourner dingue. Comme je leur ai dit très rapidement, c'était très égoïste de ma part. Je me suis servie d'abord pour servir les autres ensuite. Mais en tous les cas, un engouement et vraiment un moment d'échange d'une qualité et d'une présence des gens. Même si c'était gratuit, je pense que les gens ont vraiment, ils étaient super à l'heure, super présents, avec le bloc-notes, le café, le verre d'eau, des super questions, enfin vraiment une interaction. Voilà. Et donc petit à petit, j'ai commencé à faire l'histoire des sous-groupes et de pouvoir les mettre un petit peu en exercice. Je dois vous avouer que comme c'était tellement fait, ce que moi j'appelle un peu à l'arrache, j'ai pas beaucoup fait d'exercices. Et ça n'a pas eu l'air de gêner. Donc vraiment, dans une première interaction, pour ceux qui n'ont pas encore passé le pas, je pense qu'on peut vraiment faire une prestation de qualité sans pour autant avoir quelque chose qui est très formalisé.
Ça a été vraiment la première partie. Et aujourd'hui, et je finirai par là avant de repasser la parole à Odile, aujourd'hui, je suis en train de formater, donc là, de rentrer dans un processus beaucoup plus concret, beaucoup plus avec des exercices, avec un guide d'animation pour chaque module sur tout mon parcours PNL et coaching, puisque dans mon organisme, j'ai un parcours coaching. Et donc, je suis en train de formater les choses avec 24 sessions présentielles, donc 24 journées, sachant qu'au départ, j'avais un parcours de 39 jours, donc 24 sessions en présentiel pour vraiment la pratique. Et j'ai 26 sessions en distanciel de 2 heures pour faire toute la partie descendante. Et là, je suis en train de monter toute la partie pédagogique, exercice, voilà. Donc, ça demande un travail très important, évidemment, mais je suis aujourd'hui, en tous les cas, intimement persuadée que même un métier de la relation, un métier de la relation d'aide peut être appris en partie, et c'est pour moi très important de continuer à le vivre comme ça, en partie en distanciel sur la partie descendante. Et en revanche, évidemment, je ne me verrai pas faire que du distanciel sur un parcours coaching où on apprend aux gens à être dans la relation. Voilà à peu près, mais je pourrais répondre à vos questions si je n'ai pas été assez précise. Merci Isabelle. Donc, pour ma part, ce que je peux partager avec vous, c'est comment est-ce que… Ah, il y a quelqu'un qui partage un écran. Oui. Je ne sais pas qui c'est. Joël, merci de bien vouloir enlever le partage d'écran. Loïc, je ne sais pas si tu peux prendre la main pour l'empêcher. Oui. Donc là, on est en plein dans la technique, vous voyez. Donc, écoutez, je vais continuer et puis c'est pas grave. Ce que je raconte n'a pas de lien avec le login yahoo.com qui apparaît à votre gauche. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était nous, notre challenge avec Valérie, c'était de transposer un contenu qui était en présentiel et qui était purement expérientiel, quasiment, en distanciel. Donc, si on reprend la modélisation du TOT, par exemple, l'état désiré restait le même. On voulait qu'ils expérimentent, on voulait qu'ils puissent se faire du feedback et leur donner du feedback. Et donc, du coup, les questions qui se posaient, c'était comment y arriver avec les outils distanciels, qu'est-ce qu'il fallait qu'on enlève, qu'est-ce qu'il fallait qu'on rajoute, et comment est-ce qu'on allait séquencer, en fait, pour rendre la journée interactive. Parce que la difficulté, en tous les cas, Isabelle ne l'a pas trop ressenti avec ses stagiaires, mais moi, je l'ai ressenti en tant que stagiaire dans d'autres formations, et sûrement que vous l'avez déjà ressenti, c'est comment on garde l'attention sur ce mode. Parce que c'est facile d'enlever la caméra, parce qu'on a besoin voilà, de pouvoir écrire sans faire attention à la caméra. Et donc, du coup, le désengagement, il est là potentiellement, sans qu'on sache si les gens sont vraiment désengagés ou s'ils sont présents et en train de prendre des notes, par exemple. Donc, ça nous a amené à séquencer énormément la journée. Ce qu'on a fait pour rester dans l'expérientiel, c'est qu'on a fortement diminué le descendant. Donc, le descendant avec PowerPoint, ça a duré 10 minutes au début de la journée, de façon à positionner la thématique et à expliquer comment ça aurait lieu. Ensuite, on les a mis rapidement en groupe de travail. Et le fait qu'on soit deux, alors c'était un groupe de 22, donc c'était un grand groupe, et le fait qu'on soit deux était vraiment important. Parce qu'il faut pouvoir aller dans les sous-groupes et poser des questions, faire des feedbacks et leur permettre en fait de s'observer. Quand ils travaillaient dans les astuces, mais peut-être que vous l'avez, comme il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait des formations, vous l'avez peut-être déjà vécu, quand on faisait faire un exercice coach-coaché, seul le coach et le coaché gardaient leur caméra. Les autres se mettaient en noir de façon à ce que, en fait, à l'écran, on ne voit que ces deux personnes-là. Ensuite, quand on avait fini la séquence de coaching, je faisais rallumer les caméras et à ce moment-là, je posais des questions aux observateurs et je leur donnais une pause, c'est-à-dire que je posais des questions sur ce qui s'était passé
et je leur disais, maintenant, vous allez vous mettre en mode off, vous éteignez caméra et le son, et pendant 10 minutes, vous répondez aux questions. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de 10 minutes, enfin, pas tous en tous les cas, et du coup, ça fait des micro-pauses. Et après, on revient, c'était des sous-groupes, hein. On revient en sous-groupe, et là, on reprend les questions une par une. Donc, on a beaucoup utilisé les allers-retours. Maintenant, vous éteignez les caméras, vous éteignez le son, et vous répondez aux questions individuellement, et vous revenez en grand groupe, et on débrief. D'accord? Et vraiment, l'intérêt, c'est que ça permet aux personnes, justement, de se lever, d'aller prendre un verre d'eau, d'aller aux toilettes, de gérer les enfants. Parce que nombre de personnes se retrouvaient avec les enfants à la maison, d'aller faire des photocopies. Enfin bon, en fin de journée, ils nous ont raconté ce qu'ils faisaient des pauses, c'était drôle, quoi. Donc voilà, donc du coup, ce séquencement, pour moi, c'est ce qui fait partie du mode distanciel. Énormément séquencé pour garder un rythme, en fait. Et donc, oui, aussi, une autre chose qui est intéressante, c'est que on a gardé l'idée de les faire réfléchir en sous-groupe sur une thématique. Et la question se posait pour nous de comment on récupère le travail fait en sous-groupe en grand groupe. Et donc, on a utilisé le chat, hein, donc la zone de conversation. Donc, par exemple, on travaillait sur la clôture d'un coaching. Quelles sont les difficultés de la clôture d'un coaching? Et quand ils reviennent en grand groupe, paf, on leur demande de mettre leurs réponses dans le chat. Et on laisse tout le monde regarder et lire ce qui se passe dans le chat. Et avec ma co-animatrice, nous, on catégorisait les réponses. Donc, le fait d'être deux était vraiment majeur parce que, par exemple, je prenais un ensemble de réponses, je commentais. Et ensuite, Valérie faisait la même chose et pendant ce temps-là, je continuais à catégoriser les groupes de réponses qu'on avait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Voilà. Donc ça a été vraiment important de pouvoir garder ces allers-retours sous-groupe, grand groupe, exercice, feedback, réflexion individuelle, réflexion collective, sans avoir, parce que la difficulté du distanciel, quand c'est un grand groupe, c'est on perd les interactions un peu à la volée, quoi. Il faut toujours lever la main, dire moi je veux parler, donc on perd la spontanéité qu'on retrouve par le chat. En formation, du coup, on l'a quand même beaucoup utilisé. Et donc, voilà. Donc, il y a eu une grosse préparation. Pour ceux qui ont déjà vécu des formations, qui ont organisé des formations, voilà, peuvent en témoigner comme nous. Ensuite, la journée s'est passée. Elle s'est très, très bien passée. Donc, nos stagiaires, à la fin de la journée, on a eu d'excellents feedbacks. On a eu les feedbacks sur ces pauses qui étaient vraiment nécessaires. On a eu des feedbacks sur les exercices. Donc, du coup, ça, pour moi, c'était vraiment majeur pour transformer justement cet aspect limitatif du distanciel. Et du coup, ce que je peux partager avec vous, c'est les conditions de réussite pour moi de cette journée. Elles sont bon là, les pauses, je vous en ai parlé. Mais on a eu une très forte directivité sur le cadre. Alors oui, le cadre, c'est le préalable en PNL, hein, donc on le sait. Quand on est en présentiel, on le pose et puis voilà, il se gère. Alors que là, il y a un cadre technique qu'on avait, les problèmes techniques peuvent nous plomber une formation la première demi-heure. Donc, on ouvre la formation avant, une demi-heure avant, on leur demande de se connecter avant, donc on n'utilise pas la salle de pause, nous. Et quand il y a des problèmes pour se connecter, on les a avant le début de la formation. Donc, cet aspect technique, ça nous a amené aussi, donc, dans le cadre du début de la formation, de dire voilà les règles de fonctionnement. On éteint les caméras quand on est en sous-groupe. On éteint le son quand on est en grand groupe. Vous posez vos questions à la fin de l'intervention. Et puis, bon, maintenant, les gens sont plus habitués. Donc, ça va, c'est plus simple. Mais cet aspect technique, il est apposé au départ. Comme vous avez fait, Mohamed et Loïc nous ont posé le cadre au départ. Et la troisième chose, pour une formation, en tout cas telle que nous on l'a vécu, avec un contenu qui était quand même important dans la journée, c'est la tenue du timing. Donc, on a été extrêmement vigilante sur la tenue du timing et le fait d'être deux est plus simple aussi. C'est-à-dire que si c'est moi qui anime, Valérie me rappelle qu'il ne reste plus qu'une minute.
Et quand on prend les questions, on dit c'est la dernière question parce qu'après, on passe à la séquence suivante. Donc, la tenue du timing, elle est majeure. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'organiser des webinaires, mais mon mari forme des médiateurs à la médiation à distance et il a fait un webinaire et j'ai pas co-animé, j'ai géré ce temps-là pour lui. C'est vraiment majeur ça, de gérer le temps et de gérer le chat s'il est ouvert. Là, il n'était pas ouvert, je crois. Voilà. Et la dernière chose qui est, à mon avis, le plus difficile à recréer, c'est recréer le lien et la convivialité. Le présentiel amène du coup une présence des corps vivants dans l'espace. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on se voit, on voit nos têtes. Enfin bon, c'est pas très convivial quand même. Si l'un d'entre vous veut parler, ben, on ne sait pas parce que d'abord, on est trop nombreux pour voir tout le monde. Donc, il faut qu'on passe d'une page à l'autre. Donc, cette convivialité, on va la recréer soit par le tour de salle au départ, soit par le chat, en permettant au moment des pauses, comme vous avez fait tout à l'heure, que les gens se parlent. Voilà. Et puis, je l'ai vécu, mais là, ce n'est pas moi qui l'ai fait en tant que formatrice, mais je l'ai vécu en tant que stagiaire. On peut imaginer une visualisation aussi. C'est-à-dire une visualisation tous ensemble, on prend le temps de se centrer et d'imaginer qu'on est dans la même pièce et qu'on participe à la même action. Et là, en même temps que je vous parle, en fait, je vous imagine en face de moi et c'est plus simple pour moi. Et quand on accompagne le groupe sur cette visualisation commune, ça crée une énergie commune qui facilite le lien, moi, je trouve. Voilà, donc ce sont les points majeurs que je voulais partager avec vous sur la mise en place et la transposition d'un stage du présentiel en distanciel. Alors, Isabelle, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose et on passe aux questions? On peut passer aux questions sans aucun souci. Peut-être, est-ce que si on se rappelle le sondage, est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager aussi une croyance limitante ou une expérience qui n'a pas fonctionné, ou peut-être on peut amener, oui, Mylène? Oui, merci. C'était très riche votre échange et votre partage. Alors moi, je soumets, c'est plus un problème technique parce que j'interviens à la ville de Paris et de commencer à faire des choses en distanciel. Seulement le souci, c'est que là, tous vos stagiaires avaient des ordinateurs. Voilà, donc il y a quand même ce problème-là qui pour moi est quand même majeur et qui fait une grosse problématique parce que tout le monde n'y a pas accès. Donc, Odile nous a dit un petit peu, en plus, il peut y avoir des personnes qui sont autour et qui peuvent faire des nuisances, quelles qu'ils soient. Donc, déjà, il faut avoir une pièce ou un lieu qui permet de faire ça. Donc, voilà. Et après, c'était plus un problème technique parce que j'ai essayé d'utiliser le sondage et j'arrivais pas à le récupérer, moi. Donc, si vous pouviez me dire comment on fait pour le récupérer. Merci. Alors, juste peut-être le premier élément, c'est-à-dire que ça peut être sur ordinateur, mais ça peut être aussi sur tablette, sur téléphone. Donc, du coup, la personne sur son téléphone, alors évidemment, si la personne n'a qu'un téléphone à touche ou à cadran, je grossis le trait, mais voilà, je trouve qu'il y a toujours moyen de pouvoir se connecter. Et alors là, on est sur Zoom, il y a Teams, il y a d'autres outils. J'entends, hein, si vraiment la personne elle n'a aucun moyen, bon, voilà, on ne peut pas non plus faire à la place du stagiaire ou de la personne qu'on va former. Mais je trouve qu'avec le téléphone, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Et effectivement, s'extirper et avoir une pièce complètement fermée, tout ça hyper calme, évidemment, c'est d'autant mieux. Mais moi, j'ai aussi des stagiaires qui se sont mis dans le jardin, qui ont coupé leur micro parce que sinon on entendait tous les bruits d'oiseaux et qui voilà, étaient avec le téléphone et uniquement avec le téléphone.
parce qu'à l'intérieur, il y avait les enfants et le mari qui étaient présents, mais qui ont quand même bénéficié. Alors peut-être sur une journée entière, c'est plus compliqué. En tous les cas, sur le format que moi j'ai choisi pour l'instant de 1h30, 2 heures, c'était possible. Bon, c'est juste un Odile, si tu as… Oui, juste pour compléter, je suis d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes, maintenant dans les réunions Zoom, on en a beaucoup tous, hein, qui utilisent des fois une tablette pour l'image et le téléphone pour le son. Mais ça nécessite d'avoir un outil. Pour ce qui est du sondage, Mylène, le sondage, il se prépare avant, je suppose que tu le sais. Et du coup, quand tu es animateur, tu lances le sondage que tu as préparé à l'avance et ensuite tu arrêtes le sondage et tu partages l'écran avec les participants. Donc, si ça n'a pas marché, je ne peux pas te dire plus sur ce qui s'est passé techniquement, mais il faudrait le refaire avec quelqu'un qui puisse te montrer. Oui, parce que c'est ce que j'ai fait, mais je ne suis pas arrivée à le récupérer. Voilà. Moi, je ne voyais pas les résultats. Donc, Est-ce que quand tu télécharges, en fait, quand tu enregistres la réunion, normalement, tu as plusieurs documents. Tu as de l'audio, tu as de la vidéo. En tous les cas, quand tu télécharges dans ton ordinateur, tu as de l'audio, de la vidéo et tu as aussi le fichier texte. Et peut-être que c'est là-dedans. Voilà. Alors, je crois que j'ai vu Hélène lever la main, non? Oui. Vas-y, Hélène, mets ton micro et partage avec nous soit ta question, soit ton témoignage. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour votre partage justement de vos expériences, parce que c'est des questions que je me pose, donc vous allez bien dans le sens de ma réflexion actuelle. Ma question était plutôt, est-ce que vous utilisez d'autres outils que Zoom, comme j'entendais parler de Klaxoon pour faire justement des nuages où les gens peuvent dire qui rassemblent les sous forme de feedback, par exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence et ils ont une succession de mots et ils peuvent donc du coup les saisir et ça fait un nuage où il sort instantanément, on va dire, l'essentiel du feedback du moment. Est-ce que vous avez des outils donc autres que Zoom que vous utilisez et si oui, lesquels? Merci. Je réponds, Isabelle. En fait, il y a les outils. Enfin, il y a donc Zoom, Teams, Skype, Jitsi. Et après, il y a ce qui peut nous aider, en fait. Il y a alors là, Armel, tout à l'heure, je te passe la parole pour que tu parles des post-it là, que tu as trouvés. Donc, il y a des applications qu'on peut télécharger et qui vont nous aider à animer. Donc, moi, j'utilise essentiellement Zoom parce que Skype bug. Et il y en a un autre qui est quand même pas mal. Et c'est un client qui me l'a demandé parce qu'il considère que Zoom n'est pas confidentiel. C'est Jitsi. Voilà, Jitsi est quand même pas mal. Et Patrick, donc, qui est mon mari, utilise Teams aussi. Donc, alors à chaque fois, c'est payant, hein, enfin pas de Jitsi, mais donc du coup, il faut choisir l'outil qui va vous plaire le plus. Patrick me disait hier soir que Teams permet un partage collaboratif des documents et ça, c'est vraiment intéressant. Armel, est-ce que tu veux nous dire un mot sur les post-it que tu nous avais envoyés la dernière fois quand on a fait une réunion à ce sujet? Oui, en fait, j'avais suivi une supervision, donc c'était top, avec un lien qui s'appelait Scramble, mais je vous l'enverrai dans la conversation. C'est-à-dire que, alors ça demandait un peu d'agilité parce que finalement, il fallait qu'on envoyait en fait un lien par mail avant sur une page où finalement tout le monde va créer son post-it. Alors voilà, ça crée quand même une belle vision, un peu comme tu disais Hélène, de tous les sujets qu'on allait aborder en fait. Hein. Et ça marche bien parce qu'effectivement, ça rajoute des choses visuelles, mais ça demande un peu d'agilité parce que quand on est sur des outils comme Teams ou Zoom, parfois c'est mieux d'avoir quelque chose d'intégratif parce que ça nécessite vraiment de repartir sur le mail, tout ça. Donc, ça dépend de l'agilité des stagiaires sur l'utilisation des outils en fait. Et après, en tant qu'animateur, tu partages avec le partage d'écran cette page via mail
où tout le monde va avoir accès à ce post-it et la visibilité du post-it. Voilà, donc c'est enfin, des post-it géants comme un grand écran plat. Isabelle, oui, oui, moi j'ai utilisé Slack, S-L-A-S-K, qui est une version gratuite de ce qu'on peut retrouver dans Teams. C'est-à-dire que vraiment, on va hiérarchiser par canaux, ils appellent ça un canal, mais en fait, ce sont des regroupements de personnes. Et du coup, ça permet de partager des documents, des fichiers, des Word, après la formation, et aussi que les stagiaires puissent interagir entre eux, puisqu'on a un fil de discussion qui est un petit peu sur le même principe que Facebook, hein. Et puis de pouvoir interagir de façon spécifique avec une seule personne. Entre eux, ils peuvent interagir de façon spécifique avec une seule personne. Et puis, il y a tout un endroit où on peut partager des fichiers. Moi, je sais qu'au début, j'avais fait des petits comptes rendus, des résumés de ce que j'avais dit, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un outil qui, pour moi, vient travailler sur la convivialité du groupe, sur où est-ce que je retrouve les gens avec qui j'étais lors de la session, comment je partage, moi en tant que formateur, des documents, voilà, des supports de cours. Ça, c'est le premier truc que j'ai fait. Deuxième chose que j'ai fait, j'ai une chaîne YouTube où j'avais une vidéo depuis à peu près 4 ans. Et donc, j'ai mis les enregistrements Zoom dessus en privé. Et quand j'ai des gens qui ont fait une session de formation, je partage à la personne, puisque aujourd'hui, ce sont des sessions payantes. Donc, je partage à la personne en privé pour qu'elle puisse le regarder. Elle ne peut pas le télécharger. Donc, déjà, c'est aussi de pouvoir protéger finalement nos contenus. Donc, je partage à la personne qui a eu la session, mais je partage aussi à la personne qui, au dernier moment, a raté la session qu'elle a déjà payée et qui a besoin d'avoir le contenu. Donc, le seul problème, c'est que du coup, elle ne peut pas reposer des questions, mais je dis aux gens, voilà, au regard de la vidéo du Zoom, si tu as une question, tu reviens vers moi et voilà, je continue. Donc, moi, vraiment, Slack et la partie privée de YouTube pour partager les vidéos, ça a été très important parce que c'est vraiment la façon dont j'ai eu de rester en lien avec les gens et de pouvoir leur partager les contenus de façon simple. Sur Slack, j'avais essayé de mettre les vidéos, mais finalement, c'est trop lourd. Ce que nous propose Zoom, en tous les cas, c'est trop lourd. Et je rejoins Patrick. Teams est aussi un outil très, très intéressant, mais il est relié à 365 Microsoft. Donc, forcément, il est beaucoup plus cher que Zoom. Alors, on a Mohamed et Viviane qui ont levé la main. Mohamed. Le président après, plutôt Viviane. Et il y avait Alors, aussi... Viviane. Oui. Alors, attends, Viviane, je ne te vois pas. Oui, peut-être qu'en parlant, je vais passer à l'image. Voilà. J'aimerais savoir comment vous avez procédé en lien avec le contrôle de vos données sur l'émargement et la présence des stagiaires, si quelquefois vous avez, en lien avec justement ce dont parlait Annette tout à l'heure, j'étais appelée moi à animer des sessions de formation et on m'a demandé de faire des captures d'écran par exemple ou de moi-même faire l'émargement. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, quelle va être la pratique et est-ce que vous avez connaissance d'une appli ou d'un outil où les personnes signeraient leur présence, par exemple, parce que j'ai cherché, pour moi, j'en ai pas trouvé. J'ai été aussi déconcertée sur des demi-journées sur le contrôle justement de l'assiduité dans le temps. C'était une position pas très confortable pour moi. Même en changeant les séquences, le rythme ou en rappelant l'attention parfois sur des exercices ou en demandant aux personnes de réactiver les vidéos, j'ai eu l'impression d'avoir réduit un cadre qui aurait pu être beaucoup plus chaleureux dans la relation. Donc j'avais comme ça, dans ce que vous disiez, j'entendais aussi entre l'aspect technique et l'aspect relationnel, un ajustement ou une flexibilité qui est pour chacun quelque chose à trouver. Donc j'aimerais bien savoir comment vous avez fait pour l'aspect émargement. Dans ce que vous dites, maintenir l'attention, c'était plus pour maintenir, pour moi, quelque chose qui serait du domaine du contrôle du feedback et du rythme où j'en suis, de la prise d'information.
Merci d'avance et merci pour vos propos. Si je peux juste, donc moi pour la partie émargement, donc sur toute la partie pendant le confinement, vu que c'était gratuit, je n'avais rien à produire, mais en écoutant des webinars et en me formant aux outils, aujourd'hui la partie distancielle est complètement intégrée par les OPCO et les gens qui nous demandent des validations. Donc en fait, il y a une première option qui est nous ne sommes plus tenus sur la partie distancielle de produire des feuilles d'émargement matin, midi, soir. Nous sommes en revanche tenus en tant qu'organisme de formation d'attester de la présence d'un stagiaire. Donc effectivement, on peut faire en fin de formation distancielle une attestation comme quoi le stagiaire a bien été là et c'est ça qui va permettre à l'OPCO d'être sûr que le formateur certifie que la personne était là. Derrière, s'il y a un contrôle, il faut que je puisse prouver que le stagiaire était vraiment là. Alors, et là, en même temps, moi, pour le coup, j'ai eu des retours avec des OPCO qui m'ont dit, parce que j'avais certifié et attesté qu'ils avaient été présents, il faut quand même bien vous préparer, ça n'a pas suffi. Ça lui renvoie des attestations de chaque personne qui attestait de leur présence et des horaires. Ouais. Donc, c'était dans les deux sens et il me demandait des preuves de connexion IP. Oui. C'était ça la deuxième partie du propos, voilà. C'est qu'effectivement, derrière, s'il contrôle, il faut qu'on ait les éléments pour prouver ce qu'on a attesté de façon un peu globale. Oui, donc, alors moi, c'était vraiment pas en contrôle, hein, c'était en règlement. C'est-à-dire que pour le règlement, pour pouvoir régler, il leur fallait les preuves. Ça présuppose que l'OPCO ne paye que s'il vérifie les éléments. Donc moi, je suis en train d'intégrer une solution qui s'appelle moncentredeformation.fr ou .com, je ne sais pas, tout attaché, qui dedans a une application qui permet aux stagiaires de signer sur leur téléphone sur l'application. Et donc, du coup, tu peux faire signer à l'entrée de la formation, à la sortie de la matinée. Après, tu peux multiplier vraiment la connexion. Oui. Isabelle, comment ça se joue du coup avec la loi sur le RPGD, sur le respect des données informatiques, si on est sur les adresses IP, etc. Alors, l'application là dont je parle, c'est une application qui respecte les lois françaises. D'ailleurs, c'est une start-up française. Hein, c'est pas un truc qui est ailleurs. Hein. Elle s'appelle comment ça? Moncentredeformation.fr. Mon centre de formation. Ouais, mon centre. Merci. Allez voir et il y a toute la partie, je dépose mon catalogue, je peux faire des réservations en ligne, je peux facturer en ligne et j'ai ce module application où les gens peuvent télécharger une fois qu'ils sont stagiaires et du coup signer sur leur téléphone. Donc, c'est sécurisé, mais du coup, ça me permet de produire auprès d'un OPCO. Alors, je sais, comme je ne l'ai pas encore complètement intégré, je ne sais pas si c'est en copie d'écran, je ne sais pas si c'est d'un seul coup, ça me sort une impression. Est-ce que c'est un lien? Je ne sais pas encore. Mais voilà, ça, dans mes recherches, en tous les cas, c'est celle-là qui semble avoir retenu mon attention. Après, j'imagine qu'il y en a d'autres. Je peux compléter, Isabelle. Moi, j'ai fait la même démarche et j'ai trouvé un autre qui est pas mal aussi, qui s'appelle Digiformat. Si vous avez voilà, Digiformat qui propose la même chose. Et en fait, après, les stagiaires ont leur compte et on peut faire du à distance. Mais ça nécessite quand même de s'engager dans quelque chose d'un peu lourd en termes de changement de gestion. Donc, on peut aussi aller sur des… quand je disais, Viviane, tout à l'heure, la preuve IP, c'est juste pas leur IP à eux, mais c'est la preuve que tu as bien organisé un Zoom et qu'il y a l'IP de connexion en fait. Odile, est-ce que tu as une… Ah, là, j'ai pas mieux. Moi, j'ai fait à l'ancienne, vous savez, on envoie les feuilles de présence, on les fait signer, scanner et après on les signe nous-mêmes. Donc, vous êtes super au point, les filles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, moi, j'ai juste été surprise que parce que j'ai fait ce que tu as fait, Odile, et j'ai été retoquée sur des prises en charge. C'est pour ça que du coup, j'ai dû refaire des boucles derrière. Moi, j'ai fait ça quand même. On était le 19 mars, tu vois. Enfin, on venait de se mettre en confinement, donc je pense qu'il y a eu quand même… Oui, même les OPCO n'étaient pas à pied d'œuvre.
Alors, il y a Mohamed et Hélène qui ont levé la main. Thierry, alors on fait ça dans quel ordre? Mohamed, allez, vas-y. Voilà. Bon, tout à l'heure, à la fin de la séance, je parlerai de la journée qui va se faire en novembre, justement, et qui est dédiée donc à des outils pédagogiques par rapport au distanciel. Et c'est là où on va distinguer donc les outils de visioconférence comme Teams ou Zoom ou autres de la plateforme pédagogique qui fait les feuilles d'émargement et autres, comme Moodle ou d'autres espaces comme ça, et aussi tous les outils d'animation comme Klaxoon et d'autres. Donc au mois de novembre, il y aura des spécialistes qui vont venir faire des démos et auxquels vous pouvez vous prêter au jeu aussi en même temps. Et ce sera en présentiel. Je fais un petit peu un teasing, là. Je donnerai le programme tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini pour moi. Merci Mohamed. Un bon teasing là, je pense que tu vas avoir du monde. Alors il y a Thierry qui a demandé la parole. Alors déjà, merci pour tout. J'ai deux petites questions. J'ai pas reçu en fait le fichier tout à l'heure du sondage, donc je me demandais en fait, j'ai posé la question à Loïc et j'ai pas eu ce fichier en fait, cette fenêtre pour répondre aux questions et je me demandais si j'étais le seul à qui c'était arrivé. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis après, est-ce qu'il serait possible de savoir comment s'écrit ce que vous avez cité là, comme Zoom, Jitsi, Teams, Slack, pour aller voir un petit peu comment ça se passe de leur côté? Comment ça s'écrit, c'est ça que tu dis? Pardon? La question, en fait, tout à l'heure, pour le sondage, j'ai pas eu de fenêtre pour oui, répondre. Et est-ce que tu es sur un téléphone? Non, pas du tout. Je suis sur... Alors, c'est bizarre. C'est très bizarre. Parce que Alors, au tout début, on avait une petite fenêtre volante comme ça, donc j'avais répondu à la question, j'ai pas eu de souci. Et après, pour le sondage, j'ai rien eu du tout. est-ce que les autres, vous avez eu le partage du sondage? Oui. Alors, oui, Thierry, juste pour, parce que ça arrive souvent dans Zoom. Moi, tout à l'heure, par exemple, je me suis déconnectée pour revenir parce que je n'arrivais plus à avoir accès aux petites fenêtres. Donc, le problème de Zoom, parfois, c'est qu'on n'a pas accès à toutes les fenêtres. C'est juste, ça, c'est, en fait, la priorité de l'écran va être soit un personnage, soit toutes les photos. Et d'un seul coup, c'est derrière, en fait. On va avoir soit le PowerPoint derrière, soit le sondage qui… Donc, il faut naviguer un peu avec ces fenêtres, en fait. D'accord. Je réponds à la question. Ouais. Je réponds à la question d'Isabelle. Moi, j'ai vu le sondage, j'ai répondu, mais je n'ai pas vu à l'écran le résultat du sondage. Ok. Alors que j'ai partagé, est-ce que certains l'ont eu? Ouais. Bon, alors du coup, voilà, c'est aussi ce que disait Armelle, c'est que peut-être c'était derrière votre fenêtre privilégiée. Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Un niveau d'incompétence à résoudre. J'ai pas la réponse non plus, mais je pense que c'est bien ça. C'est une histoire de fenêtre au premier plan ou à l'arrière-plan. Je voulais juste signaler que si vous avez des informations à passer à tout le monde, la fenêtre de conversation, elle est ouverte, mais que dans un sens. C'est-à-dire que les participants peuvent écrire aux animateurs et les animateurs peuvent écrire à tout le monde, mais pas les participants entre eux. Voilà, juste précision. Donc, je vous ai mis l'orthographe de Slack. Ok. Il y avait Jitsi, je crois. Oui, Odile. Attends, je vais taper Jitsi. Et donc, il faut que tu mettes à tout le monde. Il faut que tu changes le petit… Voilà, super. Jitsi, donc après, il y a Teams. Et pour rebondir sur Loïc, apparemment, si on veut discuter en conversation privée, on ne peut pas sélectionner tous les animateurs, mais seulement un seul animateur. Oui. D'accord. Hélène. Merci. Oui, merci. Le passage en distanciel en termes de prix, c'est quoi alors, vous pouvez ne pas donner le prix de vos animations, mais au moins la fourchette. Et par rapport à ce que vous faisiez avant uniquement en présentiel, il y a une différence de prix et si oui, de combien? En pourcentage, hein, si vous voulez rester sans énoncer les prix. Merci. Pour ma part, j'ai rien changé. C'est juste que comme le temps de distanciel, j'ai réduit en fait. Ce que j'aurais fait en présentiel, j'ai réduit puisque la descente d'informations, on a moins de questions, tout ça. Moi, je fais du distanciel de 2 heures.
Et ensuite, la pratique, je fais en journée. Voilà. Donc, en fait, je suis passée d'un cursus de 273 heures à un cursus de 223 heures, voilà, pour donner approximatif de volume horaire. Et ensuite, j'ai réappliqué le montant du tarif horaire en restant cohérente avec ce que finance un OPCO, ce que finance un stagiaire particulier, ce que finance une entreprise. Donc, en fait, c'est le fait que du coup, ça optimise le temps de la formation descendante qui fait que ça m'a permis de réduire et du coup, ça réduit le prix d'une cinquantaine d'heures. Mais sinon, j'ai appliqué le même tarif. Et donc, pour ma part, pour ce qui est des programmes longs de coaching, là, je ne peux pas répondre. En fait, on est en train d'intégrer le distanciel. Donc, je ne sais pas trop quelle va être l'incidence sur le prix. Pour ce qui me concerne des ateliers présentiels que je fais, que je suis en train de transférer en partie en distanciel, je garde le même prix comme Isabelle. Par contre, je rajoute j'enregistre sur Zoom une vidéo d'1 heure sur la thématique qu'on va aborder et que j'envoie aux stagiaires de façon à ce qu'ils aient connaissance de la thématique avant la demi-journée. Donc, du coup, je n'ai pas bougé le prix, mais ça m'a fait un travail supplémentaire qui est de faire cette vidéo. Mais bon, tu ne la fais pas 20 fois, tu vois, sur une thématique, tu l'as fait une fois, donc c'est de l'investissement. Et après, comme tu le mets à disposition, bah, ça fait un plus, quoi. Oui, Mylène? Voilà, je rebondis, c'était ma question aussi, ce que tu viens, Odile, de dire par rapport à la vidéo. Est-ce que tu crées des conditions particulières pour enregistrer? Qu'est-ce que tu utilises? Voilà, parce qu'il y a des histoires de fond aussi auxquelles il faut faire attention, d'éclairage, c'est ce qu'on m'a dit aussi après. Donc, est-ce que tu as créé une ambiance particulière pour faire ta vidéo? Alors là, actuellement, non, je suis sous-équipée. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses à faire avec la famille. Mais l'idée, tu as raison, Mylène, c'est effectivement, normalement, il faut un fond neutre et puis des conditions d'éclairage qui font que voilà, les conditions sont optimum. Maintenant, Zoom, puisque je travaille beaucoup sur Zoom, est quand même intéressant parce que je me crée un lien, je m'enregistre toute seule. Et puis après, alors pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais comme Isabelle le disait, c'est intéressant de le mettre en espace partagé sur YouTube. Ce qui fait que tu n'as pas besoin d'envoyer le lien Zoom, tu envoies le lien pour aller sur YouTube. Et donc, ça demande un équipement. Mais pour l'instant, moi, je ne l'ai pas fait. Isabelle? Alors, pour ma part, ce que j'ai fait, moi, j'ai une petite caméra numérique. Voilà, j'ai un basique. Alors, c'est une petite caméra qui a quand même une qualité d'image. Et là, le dernier truc que j'ai racheté, c'est ces petits éclairages qu'on voit sur toutes les jeunes filles qui font des trucs un peu beauté, qui est donc le petit élément. Voilà, Brigitte nous le montre. Parce que ça permet d'avoir une luminosité très, très équilibrée. Et donc, derrière, où que tu te trouves, et effectivement, je rejoins sur la notion de fond neutre. Hein, vous voyez, derrière, moi, j'ai un mur blanc, même si je suis dans mon salon. Le fond neutre, cet éclairage qui, du coup, équilibre. Parce qu'il y a des fois, on voit des vidéos sur Internet, on se dit, mais mon Dieu, ils n'ont pas regardé avant de la mettre en ligne. Pareil, la version, la personne se filme en train de parler, mais en même temps, il est en train de marcher dans la nature. Moi, personnellement, ça me donne envie de vomir, en fait. Donc, pareil, on se pose, on a un truc neutre derrière, on essaye d'avoir un éclairage, soit lumière du jour, soit avec ces petites lumières que nous montrait Brigitte. Et du coup, ça permet d'avoir quand même une qualité. Moi, je suis très preneuse, mais déjà quand j'interviens du kit, de qualité du son, parce que voilà, alors c'est peut-être moins joli que d'être avec des boucles d'oreilles, parce que du coup on ne peut plus mettre de boucles d'oreilles sinon ça s'entend dans le micro. Mais du coup voilà, ça donne une qualité de son et une neutralité d'image bien éclairée et le plus neutre possible. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Isabelle, je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'ai du mal avec les trucs dans les oreilles. Et mon mari m'a trouvé une caméra qui fait son. Et a priori, vous m'entendez bien. En tous les cas, les stagiaires me disent qu'ils m'entendent bien. Et là, je suis libre parce qu'avec ce truc que j'ai dans les oreilles, moi, ça me pose problème.
Ouais. Donc, je suis d'accord qu'aujourd'hui, techniquement, il existe du matériel. Bon, ça coûte un peu d'argent quand même, hein, parce que je crois qu'on l'a payé 75 € la caméra, là. Mais ça permet d'avoir… ce qui est important, c'est le confort de l'intervenant. Ouais. Voilà, d'être confortable, de pouvoir interagir en étant le plus naturel possible. Et moi, ça m'a demandé quand même un travail sur moi, quoi, hein, parce que j'ai un peu de mal sur cette thématique-là. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde si… je ne vois plus de mains se lever. Je regarde. Ah, France. Oui, donc comme vous dites l'une comme l'autre, en fait, donc il y a l'importance de la gestion du temps et du coup aussi voilà, on arrête les questions. Et moi, je fais peut-être la vieille schnock là, mais c'est pas grave, j'assume. Le temps de question dans les formations et dans nos formations est quand même très important. Donc là, ça m'arrive aussi, même en présentiel, dire bon, là maintenant on avance. Mais là, c'est encore plus quelque part limité, non? Et puis, c'est sous l'enjeu de ces temps, comment dire, informels, les temps de pause, les temps quand les gens arrivent, quand les gens repartent, où ils s'échangent beaucoup d'informations qui, pour le contenu de nos formations, où les gens sont quand même très dans l'application d'eux-mêmes par rapport au protocole qu'on peut enseigner, ces temps-là informels, voilà, on capte une information où on régule des choses qui à mes yeux, paraissent importantes. Merci de vos réflexions. En fait, tu as raison, France. Pour ma part, je l'intègre dans le déroulé pédagogique. C'est-à-dire que autant en présentiel, des fois, mon déroulé pédagogique, je le cale et puis je fais en fonction de ce qui se passe, tu vois. Donc, on va laisser un peu plus de temps, etc. Mais là, quand tu fais ta préparation, tu vas intégrer ce temps de questions-réponses, voire le susciter, soit par un sondage, soit par le chat. Parce que c'est important qu'il y ait ces questions-réponses. Autrement, on a, c'est ce que disait Viviane, des fois, on se demande l'assiduité, est-ce qu'ils sont là, quoi, hein. Donc, on a besoin de temps non rempli, quoi, enfin, où ils vont pouvoir s'échanger, échanger entre eux. Pour ce qui est de ce qu'on perd, enfin, moi, je suis pro-présentiel, hein. Là j'ai quand même… on était en réunion pédagogique donc, à la fac de Cergy-Pontoise, je ne sais plus comment on vit hier soir, et la question était quelle est la valeur ajoutée du présentiel? Et quand j'entends ça, les bras m'en tombent, quoi. Parce que là, pour moi, on inverse tout. Pour moi, la formation, il y a des choses qu'on peut passer en distanciel. Le descendant, ça passe très bien. Effectivement, on n'a pas besoin de se payer 1 heure de cours avec tout le monde alors qu'on est en train de faire un apport théorique. Par contre, avoir les personnes en face, pouvoir leur faire des feedbacks sur l'ensemble du corps, quoi, parce qu'on le sait bien, quand on fait un exercice PNL, par exemple, des fois, le pied, il fait tac, 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 quoi. Et là, on ne le voit pas, le pied, on ne voit pas le corps qui bouge. Donc, moi, je reste pro-présentiel en disant intégrons du distanciel sur les parties nécessaires. Et puis, dans tous les cas, pour former au métier de coach, pour former à la PNL, un parcours tout distanciel me paraît difficile. Mais bon, vous voyez que mes anciennes croyances, je les ai quand même un peu gardées. Isabelle, qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui, alors en fait, moi par exemple, j'ai un module de 2 jours sur la découverte d'un outil de personnalité, pour ceux qui connaissent l'énéagramme. Et donc, j'ai séquencé en 5 espaces de 2 heures. Et donc, en fait, pour permettre l'engagement, la réflexion et d'être bien sûr que les personnes sont assidus et intègrent ce que je leur partage comme formation descendante, je leur ai donné un travail à faire entre chaque session, en fait. J'ai ponctué et début de session, ok, je reprends la slide avec laquelle j'ai terminé la session d'avant et je leur dis donc qui a répondu, qui a réfléchi et vraiment je reprends pour remobiliser les gens. Maintenant, je rejoins toutes les personnes qui ont partagé. Je ne me verrai pas me séparer du présentiel parce qu'on a une somme d'informations en présentiel qu'on ne peut pas avoir en distanciel.
pour moi, le distanciel revient à lire un bouquin hyper intéressant, à avoir vraiment une information qui peut être très intéressante, très pertinente et qui peut vraiment mobiliser le stagiaire, mais ça ne sera jamais de la pratique, ce ne sera jamais la qualité d'accompagnement d'un stagiaire. Tout à l'heure, Annette parlait de Calliope. On doit vraiment suivre l'avancement du stagiaire, son implication, faire du mentorat. Donc, pour moi, en distanciel, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. En tous les cas, moi, j'ai vraiment la volonté de garder du présentiel. Merci. Avez-vous d'autres questions? Ah, Mohamed, on ne t'entend pas. Je vois ta… Voilà. Oui, c'est Viviane qui voudrait poser une question. Elle a levé la main. Viviane, tu peux y aller. Oui, c'était plus une observation qu'une question. Le passage de crise pour certains a été aussi une opportunité pour d'autres pour pouvoir vendre certains produits à distance qui étaient déjà sous le coup des prêts. Je vois dans l'environnement où je suis certaines institutions ou universités, y compris grandes entreprises, qui voient là aussi une opportunité de déployer leur plan de formation ou leur plan maintenant de développement des compétences, puisqu'on ne parle plus de plan de formation, plan de développement des compétences en donnant des modalités qui vont être plus souples dans l'organisation. Donc, le challenge pour les PNListes et les formateurs en général, ça va être d'argumenter dans leurs fiches et leurs notices Datadoc sur la qualité du présentiel et de pouvoir faire notre boulot, on va dire, justement de précision sur le spécifique de la pédagogie en disant on relie telle compétence à telle modalité pédagogique et elle a sa raison d'être pour telle raison. On a vraiment un gros boulot à faire pour le mettre en valeur et j'aimais beaucoup quand Annette parlait de donner la preuve d'eux. Et dans la vente des formations à venir et surtout dans les 2 années qui viennent avant que, économiquement parlant, le monde de la formation se relève un peu, il va vraiment y avoir un gros travail à faire de pouvoir remettre en avant ces arguments et ces indicateurs du présentiel parce que la pratique des 3 derniers mois nous ont donné la preuve qu'il était possible de faire autrement, qu'on en avait la technique et que les moyens étaient plus faciles à mettre en œuvre. Donc, la concurrence va être très rude au niveau de la digitalisation là qui arrive et sur NLPNL qui veut m'entendre, je suis prête à apporter une réflexion aussi sur la modélisation des compétences pédagogiques, la différenciation entre présentiel et digital pour aussi pouvoir se positionner. C'est une question qui revient en permanence dans les formations de PNL et je pense que ça peut être intéressant de se pencher là-dessus sur un mode de la modélisation issue de l'expérience de chacun. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je suis moi-même aussi étonnée de la vitesse en fait par laquelle ça s'est mis en œuvre maintenant et comment on fait l'expérience du distanciel, on est venu à un modèle de société où la formation justement elle n'est plus en présentiel, elle serait en distanciel. 3/4 des universités actuellement sont en train de mettre en œuvre des modalités de formation en distanciel, prioritairement au présentiel. Il faut bien savoir que les budgets alloués vont être moins importants et qui vont être en distanciel. Donc voilà, la concurrence va être rude. Merci Viviane. Moi, je suis tout à fait d'accord. On a des clients qui nous ont demandé, qui ont supprimé leur budget formation quasiment, des grosses entreprises qui nous demandent de passer, un de mes associés doit passer le ProcessCom en distanciel. Et en fait, en faisant des simulations avec des faux stagiaires, entre guillemets, il s'est rendu compte qu'il y avait trop de pertes en ligne. Et on a décliné en fait un contrat comme ça, quoi. Un futur contrat. Donc, je crois qu'il va falloir que tous on se positionne. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on a envie de faire aussi? Et quelles sont les modalités présentielles, distancielles? Ça va être une question de survie aussi, quand même, là. Mohamed, je te voyais… Oui, moi aussi après. Vas-y, Mohamed. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans les formats hybrides, en fait, hein, où on combine le distanciel et le présentiel. Tout se joue sur le curseur et l'ingénierie pédagogique derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu effectivement l'avènement de la digitalisation, on ne peut pas s'en passer. Donc, c'est quelque chose quasiment d'obligatoire.
Mais par contre, il faut choisir les séquences qui sont plus appropriées en distanciel et celles qui sont vraiment à préserver et vitales pour le présentiel. Je pense que le changement, et c'est la PNL, hein, on est capable de l'assumer, de le prendre en route en même temps. Après, il faut bien définir les périmètres de chaque action, distancielle, présentielle. Et c'est pour ça que c'est un des éléments qui sera abordé dans la journée de novembre. Je refais du teasing, là, du coup, en même temps. Pour ma part, si je peux partager, en fait, les fois où j'ai des gens qui m'ont contacté en me disant non, mais là, c'est bon, du coup, vous pouvez tout faire en distanciel, j'ai posé des questions sur leur objectif de formation, en fait. Et ça fait vraiment partie de l'accompagnement du client. C'est quoi votre objectif pour former vos collaborateurs ou c'est quoi votre objectif à faire cette formation, vous, en tant que stagiaire? Si c'est juste d'avoir l'information, effectivement, vous pouvez regarder des vidéos et il y en a déjà plein sur Internet avec des super enseignants et donc vous n'avez pas à payer. Si vous voulez intégrer une compétence, à ce moment-là, il va falloir passer par un espace présentiel, même s'il y a tout un tas d'informations descendantes qu'on peut faire en distanciel. Donc, pour moi, à chaque fois, j'ai axé sur quel est l'objectif de la personne. Et j'ai vraiment renvoyé la personne à dire, mais attendez, vous avez toutes les informations descendantes sur Internet, vous pouvez lire des bouquins, vous pouvez regarder des vidéos, il y a des conférences, il y a des enseignants qui font des vidéos sur les contenus depuis des années. Allez-y, servez-vous. Si vous voulez intégrer une compétence, il y a forcément un moment, il va falloir être sur du présentiel pour pouvoir l'intégrer. L'expérimentation fait partie de notre modèle. Oui. Une dernière question par Sophie, parce que le cadre de temps commence à être difficile. Oui, et Viviane aussi voulait rajouter quelque chose après. Si vous voulez poser une question depuis tout à l'heure, elle a la main levée comme ça. Pardon. Sophie, vas-y. En fait, juste, c'est pas vraiment une question, c'est un petit complément par rapport à tout ce qui a été dit. Moi, je viens de quitter le monde de l'entreprise, mais je suis dans le domaine de la formation en entreprise depuis des années. Donc, effectivement, j'ai pu voir un accroissement de plus en plus important alors, je parle même pas du e-learning, mais aussi des formations donc en classe virtuelle. Ça se développe de plus en plus. Alors, évidemment, il y a plein de points positifs parce que, alors pour les entreprises, on va être très clair, il y a des économies de coûts en termes de déplacement aussi, de location de salles, de choses comme ça. Ça permet aussi, au sein d'une grande entreprise, par exemple, de quelque part rassembler les collaborateurs. Donc, c'est aussi un côté positif qu'on n'a pas forcément, on ne peut pas se permettre toujours en présentiel. Maintenant, je suis d'accord, il y a des limites. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et celui des salariés aussi, puisque souvent, effectivement, pour certaines thématiques, on ne peut pas tout faire à distance. Donc, notamment tout ce qui est autour, je dirais, de la communication. Alors, sauf si on fait de la communication à distance, évidemment. Mais quand on veut travailler sur des postures ou les postures managériales aussi, des choses comme ça, à un moment, on est un petit peu quand même obligé de se voir, de se rencontrer. Ne serait-ce que le contact s'établit différemment. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est très, très bien. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses positives, mais je pense que le présentiel a encore de beaux jours devant lui, j'en suis persuadée. Et il y a une chose qui a été dite très juste. Oui, ça va être, je dirais, à vous et à nous, quand je rentrerai aussi à mon compte, mais ça va être de savoir vendre. Il va savoir vendre et argumenter sur le présentiel. Parce que clairement, les entreprises aujourd'hui, la priorité, en tout cas au niveau des responsables, ce n'est pas forcément le développement des compétences, malheureusement. C'est derrière, il y a une grosse… on regarde les budgets et on regarde les dépenses. Donc, ça va être, je pense, le gros challenge dans les prochains mois. Voilà, c'était juste un petit complément à ce niveau-là. Voilà, merci. Merci, Sophie. Une dernière question pour Viviane, et puis on s'arrêtera là. Oui, c'est vraiment une question de mesurer l'impact de la formation. On a une obligation maintenant, quelle que soit la structure où on est, d'avoir une mesure dans le temps, à chaud, à froid, dans le temps des compétences. Quand on dit intégrer une compétence, actuellement, il y a tellement de choses sur le marché qui vendent ça autrement. En termes d'accompagnement,
qu'on a vraiment à intégrer, parce que je regarde les programmes et je vois même dans d'autres pays comment ça se déroule. La promesse actuellement voulue par la mesure de l'État et des organismes Datadoc et autres, France Compétences, CPF et compagnie, c'est de mesurer dans le temps la plus-value de la formation. On a fait des évaluations en général à chaud à l'échelle de la formation, on mesurait la qualité du formateur et de la formation qui était dispensée, mais pas son implication. Et le texte de loi et France Compétences a été vraiment créé dans une option professionnelle de mesure métier. Et il y a vraiment un gros boulot à faire sur les indicateurs d'évolution pédagogique dans le temps. Pour l'instant, on n'est vraiment pas bon là-dedans, que ce soit dans la formation professionnelle en général. Et c'est pourquoi on a tant de difficultés à se plier aux notices et aux indicateurs qui nous sont demandés. C'est parce que pour l'instant, on ne sait pas comment faire la preuve de l'évolution et du changement dans le temps. Et je pense que là-dessus, il y a un travail structurel de l'idée de la formation elle-même. On n'est plus sur la compétence, mais l'application de la compétence. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Je vous propose d'applaudir nos deux conférencières. Vraiment bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Et puis, je vous propose de nous retrouver donc à 13h30, hein, c'est bien ça.